Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui cet épisode va lier démarche archéologique, histoire des châteaux et histoire de l'architecture. Quand vous vous promenez sur les routes de France, vous découvrez tout un tas de châteaux, tous très différents. Des grands, des petits, plus ou moins anciens. Pour autant, à quoi sert vraiment un château? Pourquoi existe-t-il? Et surtout, pourquoi leur architecture est-elle si variée, si dissemblable? Et puis vous découvrirez aussi qu'à travers un destin complexe, un château peut parfois en cacher un autre. On y va? Bienvenue à Arare. Nous sommes dans un village typique de Picardie, à 50 km environ au nord de Paris, un village comme il en existe des milliers d'autres. Ici, au début du XVIIe siècle, Nicolas de Lancy, le nouveau seigneur du lieu, va décider de se faire construire un nouveau château, une résidence de loisirs, dans un style d'architecture classique. Une des particularités des châteaux, du Portugal à la Russie ou du Moyen-Âge au XXe siècle, puisqu'on en construit encore au XXe siècle, c'est qu'ils sont tous différents. C'en est même déboussolant d'ailleurs. Nicolas de Lancy, lorsqu'il décide de bâtir un nouveau château, il a en gros deux manières, deux choix. Soit il réhabilite, il réaménage le château de ses prédécesseurs, l'ancienne forteresse, soit il décide d'en construire un complètement neuf. Alors, la plupart des châteaux des XVIe et XVIIe siècles sont en fait les châteaux du Moyen-Âge qui ont été réaménagés. Et puis quand on a ces seigneurs assez riches, ils décident parfois de reconstruire un nouveau château complètement, mais souvent il le fait tout de même près de l'ancien château, afin de manifester la continuité seigneuriale et de s'attirer une partie de la superbe du lignage précédent auprès de lui. À Arare, Nicolas de Lancy, il va décider la construction d'un nouveau château, celui-ci. Pour autant, vous allez découvrir qu'il n'a pas tout à fait ça par hasard. Il y a bien à Arare, depuis le Moyen-Âge, des châteaux, puisqu'on a une seigneurie, et s'il y a seigneurie, il y a château. Et donc le château de Arare qu'on a ici, celui de Nicolas de Lancy, c'est le troisième, et vous allez découvrir qu'il en a existé d'autres auparavant. Un château, c'est d'abord et avant tout une résidence, c'est une maison. Une grosse maison, certes, mais c'est une maison, pour le seigneur et pour sa famille. Ensuite, un château, c'est toujours une capitale locale. Il ne faut pas oublier que pour la seigneurie, c'est le siège. Du coup, on y rend la justice, on y fait prélever l'impôt, on y reçoit l'hommage féodal. C'est un lieu de pouvoir avec une connotation ostentatoire et symbolique forte. Un château, c'est aussi une ferme. C'est-à-dire que c'est toujours aussi probablement la plus grosse ferme du village. Un lieu d'exploitation, il ne faut jamais l'oublier, c'est le lieu de gestion des terres du seigneur. Au Moyen-Âge, un château, c'était aussi une quatrième chose, un espace défensif et militaire, mais ça s'est perdu sur la période qui nous intéresse aujourd'hui. Alors revenons maintenant sur les ensembles qui composent un château de l'Ancien Régime. Il y a toujours 4 éléments qui composent un château. La bâtisse, c'est-à-dire la partie résidentielle elle-même que vous avez sur ma droite. Les clôtures, la cour d'honneur, Arare, qu'on aperçoit ici, qui est la partie semi-publique tournée vers le village. Le domaine, le parc, que vous apercevez de l'autre côté de la bâtisse, c'est les jardins. Et puis, la partie de travail, la partie de ferme, la basse-cour du château, que vous apercevez ici au premier plan, et qui compose l'espace le plus vivant du site. On découvre souvent des sites et des châteaux dans des situations, dans des états secondaires. C'est-à-dire qu'ils ont été modifiés, transformés, réparés, parfois même d'ailleurs abandonnés ou reconstruits. Du premier château, celui du Moyen-Âge, on ne sait rien. Par contre, du second château, celui de la Renaissance, bâti par les Ligny, les seigneurs qui sont en partie enterrés dans l'église de Arare, on sait davantage de choses, et en l'occurrence, je me situe ici, à son emplacement présumé. Alors évidemment, il a disparu aujourd'hui, mais si on fouillait là, on aurait probablement des vestiges des murs et des caves qui apparaîtraient. Ça serait une superbe découverte d'ailleurs. On a la chance d'avoir quand même beaucoup de documents qui nous parlent de ce château. C'est comme ça qu'on arrive à le situer. Des plans, des descriptions, même un aveu et dénombrement qui nous le décrit pièce par pièce, mobilier par mobilier, fenêtre par fenêtre. Et la chance que l'on a, c'est qu'on peut proposer des restitutions de ce château-là, et donc on peut essayer de faire revivre un petit peu le site tel qu'il était à l'époque des Ligny. On sait par des sources d'archives que le château de Arare a été incendié en 1589, l'ancien château. Alors évidemment, ça doit justifier probablement pour quelle raison Nicolas de Lancy, à partir des années 1600, fait bâtir le nouveau château. Mais surtout, quand on regarde les documents postérieurs, les plans du XVIIIe siècle, on constate que les vestiges du château du XVIe siècle sont encore représentés sur les plans du XVIIIe. Ça implique au moins deux choses. Premièrement, quand Nicolas de Lancy décide de faire bâtir son château, il n'abat pas pour autant le château précédent, il le complète. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que pour connaître le site que Nicolas de Lancy a fait bâtir, il faut avoir à l'idée que les deux châteaux se sont
connus et qu'ils ont coexisté. Bien alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que le château de Nicolas de Lancy au début du XVIIe siècle a de typique ou au contraire a d'unique par rapport au château qui l'entoure à la même période? Là, c'est très intéressant parce que Nicolas de Lancy, c'est un seigneur qui est né dans les années 1560. En fait, c'est un seigneur qui est élevé dans un style de la Renaissance. Et résultat, il a un château qui va présenter des éléments de l'architecture de la Renaissance parce qu'il s'inspire de ce qu'il a connu et de ce qu'il aime depuis qu'il est petit, mais aussi quelques éléments de modernité. Parmi les archaïsmes architecturaux, parmi les choses un petit peu anciennes, on peut constater plusieurs éléments intéressants. Le premier élément intéressant qu'on constate, c'est que la distribution des fenêtres du corps central n'est pas régulière. Vous remarquez qu'au milieu, on a un jeu de fenêtres verticales. Et les 6 fenêtres qui sont à gauche, au rez-de-chaussée au premier, et les 6 fenêtres qui sont à droite, au rez-de-chaussée au premier, ne sont pas espacées de manière régulière. Ça varie l'espace de murs qu'il y a entre chaque fenêtre. C'est dû notamment à des distributions intérieures, notamment à la présence de murs de cheminée. Vous constatez qu'on a une cheminée en plus à gauche qu'à droite, par exemple. Ensuite, on va avoir aussi des ruptures dans les toitures. Vous voyez que les pavillons et le corps central ne sont pas unis par une seule toiture commune. C'est des toitures séparées. Ça, c'est typique des toitures du XVIe et du début du XVIIe siècle. 50 ans plus tard, tout ça aurait été réuni ensemble. On va avoir tout un tas de petits éléments comme ça qui en font un château typique du début du XVIIe siècle. Alors, Nicolas de Lancy, évidemment, il s'inspire de beaucoup d'éléments à sa période. Les premiers éléments dont il s'inspire, ce sont d'abord les châteaux royaux ou princiers qui sont construits dans les 50 ans qui l'ont précédé. Alors, ça peut aller du château des Tuileries à Fontainebleau, en passant même éventuellement par Chantilly ou par Verneuil-en-Alate. Puis, il s'inspire aussi éventuellement de châteaux locaux. Un des bons exemples de comparaison locale, c'est Blérancourt, mais on a aussi l'hôtel de Sully à Paris. Il fait, si vous voulez, un mélange de tout un tas de formes, anciennes ou nouvelles, qu'il constate, et puis il crée quelques petits éléments de modernité. Parmi ces éléments de modernité, on le verra, il y a notamment des clôtures. Bon alors, ça vous rappelle rien? C'est une petite référence à un film célèbre français de l'après-guerre, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui a été tourné à Raret, le film le plus célèbre qui a été tourné ici. Vous reconnaissez certainement plusieurs des éléments de décor qui m'encadrent. C'est un film très important pour le cinéma français, ça mériterait que vous y jetiez un œil si vous en avez le temps. Alors les clôtures justement, les haies. Ce sont des éléments de décor composés de 2 registres décoratifs. Un premier avec des bustes de divinités ou d'empereurs romains. Puis un second élément de décor, là-haut, sommital, sur le thème de la chasse, avec des chiens de meute, un cerf et un sanglier, les grands gibiers de la chasse à courre. C'est une référence directe à 2 éléments de la culture aristocratique de l'Ancien Régime, la mythologie romaine et son idéalisation, et de l'autre côté, la chasse qui est un rituel social de la noblesse. Alors évidemment, Nicolas de Lancy, quand il fait bâtir ces 2 clôtures, c'est pas sans raison. En fait, il encadre une cour d'honneur qui réunit les 2 châteaux, celui de ses prédécesseurs, les Ligny de la Renaissance, et le sien, le nouveau château, et ça forme un ensemble cohérent. Et comme il n'a pas voulu ou pas eu les moyens de faire construire des galeries, il se limitera à faire construire des clôtures très décorées qui font imitation de galeries de promenade et qui encadrent cet ensemble-là. On est dans un château avec le château de Raret qui est de la même famille que le château d'Année, que le château de Verneuil-en-Alate par exemple. C'est des châteaux qui ont encore beaucoup de décors, et d'ailleurs pour certains sur le même thème, mais qui commencent déjà à présenter quelques attributs des châteaux de la période classique suivante. Et ça, c'en est un, la disparition progressive des corps latéraux au profit de simples clôtures. Nicolas de Lancy n'achèvera pas le château, probablement parce qu'il décède avant la fin des travaux. Son fils Henri ne le terminera pas non plus, mais lui parce qu'il bâtit ailleurs. Ce qu'on constate, c'est que bien que je vous ai montré un château avec un corps de logis, des pavillons, une cour d'honneur, et puis bien sûr un domaine, un parc, dont vous voyez d'ailleurs la porte rouge, la porte d'entrée que vous avez derrière moi, ça reste un château inachevé pendant près de 150 ans. Il va falloir attendre la décennie 1770, à la veille de la Révolution française en quelque sorte, pour qu'une autre famille termine le site. Et si stylistiquement, on le remet au goût du jour du XVIIIe siècle, ça reste pour autant un château structurellement du XVIIe siècle, un de ces châteaux de transition du début de la période. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté plus d'éléments pour comprendre cette riche période de transition entre l'architecture de la Renaissance et l'architecture du grand siècle classique. À travers l'exemple concret de Raret, l'objectif c'était de vous donner des clés de lecture que vous pouvez emporter avec vous pour aller comprendre et redécouvrir des édifices que vous connaissez, notamment ceux que nous avons mentionnés. L'histoire, l'archéologie et l'architecture, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. À bientôt pour un autre épisode.